Une jeune mère de famille, Laura Jordan, va connaître l'horreur. Alors que sa fille de 8 ans joue comme à l'accoutumée en bas de chez elle, dans son complexe d'appartement, elle se volatilise. Commence alors une course contre la montre pour retrouver l'enfant, une course contre la montre qui connaîtra un dénouement des plus sordides et qui va littéralement déchaîner les passions, vu le profil très particulier du tueur. Je ne vous en dis pas plus, aujourd'hui, la terrible histoire de Madison Middleton. Salut, moi c'est Lila. Et moi Lilia. Et nous sommes les Crime Sisters. Et on tient à remercier chaleureusement notre sponsor, Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de sécuriser vos données personnelles lorsque vous surfez sur Internet. Ainsi, vos données vont traverser un tunnel encrypté qui va permettre de garantir leur confidentialité. Ainsi, vos photos, vos mots de passe ou encore vos informations bancaires sont protégées sans pour autant que Surfshark ne conserve ces données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3000 serveurs partout dans le monde, vous allez pouvoir naviguer de manière privée et sécurisée et avoir accès à du contenu auquel on n'a pas accès habituellement. Par exemple, moi, je l'utilise pour regarder des documentaires True Crime sur le Netflix US et ça marche aussi pour Amazon Prime. Et comme beaucoup de gens, je fais mon shopping sur internet. Grâce à Surfshark, je sais que je suis protégée des fraudes à la carte bancaire. Grâce à Surfshark, je sais que je peux faire mon shopping en toute sécurité. Il me protège des logiciels malveillants et me débarrasse des pubs. Et c'est aussi très pratique pour utiliser le Wi-Fi public parce qu'on le sait, le Wi-Fi public c'est bien pratique mais par contre ce n'est absolument pas sécurisé. Et grâce à Surfshark, vous pourrez naviguer sans avoir peur qu'on ne vous pirate vos données bancaires ou toute autre information personnelle. Mais le plus grand avantage de Surfshark, c'est dans l'utilisation des comparateurs de voyage. Grâce à Surfshark, je peux éviter les augmentations tarifaires chaque fois que je me connecte et me déconnecte des sites. Ainsi, je peux planifier mes week-ends tranquillement. Je sais que j'aurai toujours les billets et les vols au meilleur prix. Oui, je pense que c'est actuellement que les gens se préparent pour justement préparer leur voyage de cet été par exemple. Mais en plus d'être un excellent VPN, il a aussi un excellent rapport qualité-prix puisque pour seulement 1,79 € par mois, vous avez l'avantage de pouvoir l'utiliser sur autant d'appareils que vous le voulez. La tablette, la console, le téléphone portable, exactement. Peu importe. On vous laisse le lien en barre d'infos et si vous utilisez le code YouCrime, vous aurez 83% de remise ainsi que 3 mois gratuits. Donc si vous cherchez un VPN, n'hésitez pas à regarder celui-ci car il est vraiment imbattable. Et en plus de ça, il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Donc vous pouvez le tester, vous faire votre propre avis et si vous n'êtes pas satisfait, eh bien vous êtes remboursé. Alors n'hésitez pas. Quant à nous, on vous laisse avec la vidéo. Direction la ville de Santa Cruz en Californie. Le dimanche 25 juillet 2015 à 18h08, le standard du numéro des urgences retentit. Au bout du fil, Laura Jordan, une jeune mère de famille qui peine à s'exprimer. Elle est dans un état de nervosité extrême. Elle explique que sa fille de 8 ans a disparu alors qu'elle jouait en bas de chez elle. C'est la petite Madison Middleton. Elle ne la trouve pas. Elle l'a cherchée partout, chez elle, dans la rue, mais rien à faire. Sa fille a disparu. Et la dernière fois qu'elle l'a vue, c'était 1 heure plus tôt, vers 17h. Elle supplie alors qu'on lui envoie une équipe de police sans tarder. L'opérateur prend les choses en main et envoie dans la foulée plusieurs patrouilles sur les lieux de la disparition. Et on le sait, en cas de disparition, il faut faire vite. Chaque minute est précieuse, alors les enquêteurs se mettent immédiatement au travail. Il est alors urgent de retracer les derniers instants de la petite Maddie, comme elle est surnommée. Elle a disparu alors qu'elle jouait non loin de chez elle, juste devant le centre artistique de la ville. Il est alors urgent de retracer les derniers instants de la petite Maddie, comme elle est surnommée, et elle a disparu alors qu'elle jouait non loin de chez elle, dans le centre artistique de la ville, le Tannery Arts Center, situé au 1050 River Street à Santa Cruz, dans la région de San Francisco. C'est un grand établissement qui propose aux enfants des cours de musique, de dessin, bref, toutes sortes d'activités, mais pas que. C'est aussi un immense campus qui héberge près d'une centaine de familles, occupant donc une centaine de logements, et l'un d'eux est justement occupé par la famille de Maddie. Alors je précise que les gens qui habitent ce centre
ont tous un rapport avec des activités artistiques, que ce soit l'un des enfants, les parents, peu importe. Et après une rapide enquête de voisinage, personne n'a rien vu, rien entendu, mais par chance, les policiers se rendent compte qu'il y a une caméra de surveillance située exactement à l'endroit où la fillette jouait avant de se volatiliser. Et les enquêteurs accèdent rapidement aux images et effectivement, sur les images, on peut voir la petite Maddy faire des allers-retours sur sa trottinette. Elle semble jouer et rien ne paraît suspect sur les images. Puis à un moment, elle sort du cadre pour ne plus réapparaître. Et c'est la dernière trace qu'on trouve de l'enfant. Il est alors effectivement aux alentours de 17 h. Et les policiers sont sur le qui-vive. La disparition est inquiétante. Ils font dépêcher sur place un nombre record de policiers auxquels se joignent des équipes de sauveteurs rompus à l'exercice puisque c'est leur métier. Les habitants aussi se mettent à la recherche de l'enfant et ce n'est pas une mince affaire. Déjà, le complexe d'art est littéralement immense, puis les alentours sont quant à eux assez escarpés. Il y a des montagnes, des forêts, un ruisseau et il y a même un vaste parc qui est connu pour être un refuge pour sans-abri héroïnomanes. Alors difficile de faire pire comme terrain de recherche. Et alors que la nuit commence déjà à tomber, les policiers commencent à fouiller le gigantesque complexe artistique. Ils s'attaquent également en parallèle aux rues adjacentes qui sont également passées au crible, les parcs environnants forcément. Quant à la zone boisée, elle est également passée au crible. Des dizaines de personnes la fouillent. Il y a une rivière aussi, comme je vous le disais. Alors on dépêche des plongeurs et il faut faire vite avant qu'il ne fasse nuit et qu'on soit obligé d'interrompre les recherches. On dépêche également une équipe cynophile. Bref, les secours se mettent en place avec une rapidité éclair. Mais les heures vont passer et les recherches ne donnent rien. Et la nuit est tombée, ce qui rend les recherches plus difficiles encore. Mais qu'à cela ne tienne, on affrète un hélicoptère pour survoler la région, sait-on jamais. Où qu'elle soit, se disent les enquêteurs, on la retrouvera. Et face à l'urgence de la situation, les policiers décident même de lancer une alerte Amber, l'équivalent en France de l'alerte enlèvement. Les médias relayent alors la disparition de la fillette, et ce, le soir même de la disparition. On peut alors voir des captures d'écran de la fillette, ce sont les fameuses images de la caméra de vidéosurveillance. On peut voir la petite sur une trottinette flambant neuve, de couleur claire. Elle est vêtue d'une petite robe violette, d'un legging sombre, de chaussures blanches, ainsi que d'un casque noir. Et chaque habitant est exhorté à se manifester s'il aperçoit la fillette. On peut aussi voir la pauvre Laura, la maman, en larmes, supplier qu'on l'aide à retrouver sa fille. Et il est à noter que les sauveteurs et les policiers auront dans cette affaire une attitude exemplaire. La procédure en cas de disparition d'enfants est parfaitement exécutée. Les habitants et les proches de la famille vont eux aussi entamer une véritable chasse à l'homme. Et le temps est en suspens à Santa Cruz et tous les regards sont tournés vers cette macabre histoire. Et alors qu'elle a disparu depuis une poignée d'heures seulement, le visage angélique de la petite Maddy apparaît donc partout, impossible d'y échapper. La soirée passe, comme je vous le disais, puis la nuit passe et les recherches n'ont de cesse de s'intensifier. Un ami de la famille déclara aux médias « Nous nous sentons tous un peu impuissants à ce stade. Nous avons vérifié toutes les tentes et les camps sans-abri, et beaucoup d'entre nous sont restés debout toute la nuit. Et nous sommes allés à Paradise Park et nous avons parcouru ces sentiers à travers la rivière dans l'obscurité toute la nuit dernière. » Fin de citation. Quant à la maman, Laura, elle vit un cauchemar sans nom, l'angoisse ultime de n'importe quel parent, sans oublier le papa d'ailleurs, Michael. Laura supplie encore et toujours qu'on l'aide à retrouver sa fille. Elle, qui n'arrivait pas à parler la veille, semble un peu plus maître de ses émotions. Et elle déclare, bouleversée, je cite, « Je me suis effondrée. Et je ne peux pas vous expliquer à quel point les choses sont difficiles, mais maintenant je suis en mode survie. Personne ne devrait avoir à passer par là. » Un autre ami de la famille résumera bien les choses. Il dira « Je ne comprends pas. Personne ne comprend. Elle était juste là et elle jouait juste ici, en montrant l'endroit où la petite Maddy a été vue pour la dernière fois. » Et bientôt, la nouvelle de la disparition de Maddy est relayée au-delà même des frontières de l'État. C'est en réalité toute l'Amérique
qui apprend la disparition de la fillette. Mais voilà. L'espoir sera de courte durée car dès le lendemain, le lundi donc vers 8 h, en fouillant une benne à ordures juste derrière le complexe artistique, les policiers tombent nez à nez sur une petite dépouille. Elle a été minutieusement cachée, enfouie au fond de la benne à ordures et vous l'aurez sans doute déjà compris, c'est la dépouille de la pauvre Maddy. Et elle est morte. Celui qui a kidnappé l'enfant aura donc été plus rapide que la population et la police. Et on apprendra plus tard que la pauvre Maddy a été agressée sexuellement. Le mobile du crime ne laisse donc alors que peu de place au doute. Cette pauvre enfant, de rappelons-le seulement 8 ans, a donc été sauvagement violée. Elle a été poignardée, mais détail sinistre, c'est inconsciente, mais toujours vivante qu'elle a été jetée à la poubelle. Elle est finalement morte asphyxiée, une asphyxie dite positionnelle, ce qui veut dire que c'est la position dans laquelle elle était qui l'a étouffée. Et Laura s'effondre. Elle prend conscience que le pire est arrivé, ce qu'elle redoutait le plus s'est produit, et la pauvre femme ne tient plus debout. Elle est alors évacuée en urgence. Commence alors pour elle, ainsi que pour le père de Maddy et plus généralement ses proches, un deuil, le deuil le plus terrible qui soit. Mais l'enquête continue. Qui est le monstre qui a fait ça? Des veillées sont organisées dans la foulée pour rendre hommage à la petite fille, et bientôt les langues vont commencer à se délier. Quelques voisins suspectent un jeune homme du complexe. Il avait une attitude étrange, faisant des allers-retours, et aussi et surtout, il a été vu par plusieurs témoins non loin de cette fameuse benne à ordures. Et il était également là quand les policiers ont fouillé la benne à ordures. Donc imaginez, en cas de disparition d'enfants dans ce genre de situation, chacun se regarde en chien de faïence, après tout. Le coupable peut être n'importe qui. Et ce jeune homme sans histoire a, comme je vous le disais, attiré l'attention de plusieurs voisins. Et ce jeune homme, c'est un peu un euphémisme puisqu'il est âgé de seulement 15 ans. C'est un certain Adrian Jerry Gonzalez, surnommé AG. Et les policiers ne veulent négliger aucune piste, alors ils creusent la piste et ils se rendent compte que non loin du lieu de la découverte du corps, qui jouxte d'ailleurs l'appartement des parents d'AG, il y a une caméra de vidéosurveillance. Donc ils regardent les images et on voit AG sur les images, d'ailleurs comme d'autres habitants, mais il y a effectivement AG qui semble traîner quelque chose, un sac. Donc il est urgent de l'interroger, alors les policiers se rendent à son domicile, chez ses parents, pour procéder à son interpellation, dans le but, vous l'aurez compris, de l'interroger. Et les parents d'AG sont littéralement stupéfaits. Ils tombent des nues. Comment, se disent-ils, les enquêteurs peuvent-ils une seule seconde suspecter leur fils? Il n'est encore qu'un enfant. Sa mère, sous le choc, sera aperçue lors de l'arrestation de son fils, hurlant et pleurant que les policiers font fausse route. Et ce AG n'a effectivement pas vraiment la tête de l'emploi. Il est décrit comme un adolescent doux, calme, respectueux et s'exprimant particulièrement bien. On est loin du cliché du prédateur bourrin assoiffé de sang. Et à vrai dire, d'aucuns pensaient plutôt retrouver le responsable du meurtre dans le camp de sans-abri voisin. Et non. Et pour le coup, cet AG, c'est un vrai gentil. Du moins, il est décrit comme ça, il tient les portes, il salue respectueusement ses voisins, il aide s'il peut aider. C'est alors la stupéfaction dans le complexe. Et si c'était lui, un adolescent qui tue et viole une fillette de 8 ans, c'est difficilement concevable, certes, mais après tout, se disent les voisins. Après tout. Et une fois au poste, AG va nier. Non, il n'a rien à voir avec cette histoire. Il explique aux enquêteurs qu'ils font fausse route. Mais alors, comment expliquer qu'il a été vu traînant ce fameux sac? Et il habite à quelques mètres seulement des bennes à ordures. Bref, les enquêteurs sentent qu'il ne dit pas tout. Alors ils le travaillent au corps. Et sans relâche. Mais AG ne lâche rien. Et les policiers se succèdent. Les heures passent. Ils changent de stratégie, mais AG ne craque encore et toujours pas. Mais les policiers sentent qu'il est tout de même sur le point de craquer et effectivement, AG va finir par avouer l'inconcevable. Il mettra tout de même plusieurs jours à avouer. Mais il capitule. Oui, c'est bien lui qui a tué la petite Maddy. Il explique que ce dimanche après-midi, son attention a été attirée par la petite Maddy qui allait et venait sur sa trottinette. Elle était joyeuse,
Elle riait aux éclats et il a comme été envoûté par l'enfant. Il a dit qu'il ne pouvait détacher son regard d'elle. Il a ressenti du désir pour l'enfant, alors il a eu l'idée de l'attirer chez lui. Ses parents s'étant absentés, il savait qu'il avait le champ libre. Mais il jure par tous les dieux qu'il n'a pas prémédité son acte, que les choses se sont passées un peu comme elles sont venues, spontanément. Il explique qu'il a attendu que personne ne soit présent, puis qu'il a interpellé la fillette, calmement, gentiment, en lui proposant de lui offrir une glace. Et la petite Maddie ne s'est pas méfiée, et elle a suivi Eiji jusque chez lui pour avoir sa glace. Les deux se sont donc rendus au 3e étage du bâtiment d'Eiji, et il s'avère que la petite Maddie jouait non loin de chez Eiji, ce qui leur a permis de passer inaperçu. Puis, une fois à l'intérieur de l'appartement, Eiji s'est jeté sur elle, il l'a attachée avec du ruban adhésif, il a attaché ses poignets, puis ses chevilles, il lui a aussi obstrué la bouche. Voilà donc la pauvre Maddie piégée, puis ensuite il l'a violée, faisant preuve d'un sadisme sans pareil. Il n'a pas hésité, par exemple, à lui insérer un objet dans les parties. Puis, ça n'a pas été révélé dans la presse, mais il a fait encore quelques actes considérés comme de graves agressions sexuelles. Et enfin, il lui a apporté plusieurs coups de couteau au niveau du cou. Mais Maddie ne meurt pas sur le coup, comme je vous le disais, elle décédera plus tard dans la poubelle, étouffée, comme je vous le disais également, de par sa position. Elle, qui a été jetée comme une vulgaire poupée de chiffon à la poubelle. Eiji l'a enfouie autant que faire se peut dans cette benne à ordures, et puis on peut imaginer que par-dessus encore, probablement que les voisins ont jeté d'autres ordures. La petite s'est retrouvée piégée et s'est étouffée. Et donc pour vous donner une idée plus précise des sévices, Eiji sera plus tard accusée de viol, d'enlèvement, de meurtre, de pénétration sexuelle par un objet étranger, ainsi que de 2 autres chefs d'actes obscènes forcés sur un enfant. Donc vous l'aurez compris, le jeune Eiji a littéralement laissé libre cours à ses fantasmes les plus pervers. Il a ensuite donc placé le corps dans un sac et il a fait tout ça très rapidement, avant même que qui que ce soit ne se rende compte de la disparition de la fillette. Puis direction la benne à ordures, derrière le complexe. Ne lui restait plus qu'à observer les allées et venues des secours. Il n'a d'ailleurs pas hésité à se renseigner, regardez l'audace des gens, à se renseigner auprès même des policiers alors en action. Alors dans le fond, quoi de plus banal qu'un prédateur qui attire un pauvre enfant avec des friandises, c'est vrai, mais ce qu'il y a de peu banal, et vous l'aurez compris, c'est le jeune âge du bourreau, 15 ans seulement. Alors, sa personnalité va être passée au crible. Comment donc un adolescent bien sous tout rapport, sans antécédent, pas même 1 heure de colle dans sa vie, a pu faire preuve d'autant de sauvagerie? Y avait-il ou non des signes avant-coureurs? Alors, sa personnalité est passée au crible, bien évidemment. Alors, on interroge son entourage, donc familial, puis scolaire, puis amical, et tous s'accordent à dire que c'était un garçon sans histoire et gentil. Un jeune homme passionné de yo-yo, c'était un pianiste doué aussi. Il jouait dans l'orchestre de jazz de son école, mais l'étude de ses réseaux sociaux ont semblé montrer une personnalité beaucoup plus sombre. Car en creusant un peu plus, et avec l'aide de psychologues, les enquêteurs apprennent que c'est en réalité un adolescent déprimé, pour ne pas dire suicidaire. Il n'hésitait pas à faire part de son mal-être et de son désespoir sur Internet. Il a par exemple posté, peu de temps avant les faits, les paroles d'une chanson qui disait « Les rêves dans lesquels je meurs sont les meilleurs que je n'ai jamais eus ». Et c'est ce qui, selon les spécialistes, différencie Eiji d'un sociopathe, puisqu'au début, on le suspectait clairement d'être un sociopathe. Donc la sociopathie se caractérise par un manque évident d'empathie, un rejet des normes sociales et morales, et l'impossibilité de s'intégrer à un groupe. Or, Eiji avait des camarades de classe, il avait des amis, mais il est vrai qu'il était plutôt solitaire, mais il était solitaire par choix, puisqu'il n'avait encore une fois aucune difficulté à s'intégrer. Le sociopathe a aussi une grande impulsivité et une incapacité à ressentir des émotions. Or, un sociopathe, du fait de son incapacité à ressentir des émotions,
aurait, selon ces spécialistes, été tout à fait incapable d'exprimer ses émotions et son mal-être, comme n'a eu de cesse de le faire AG sur les réseaux sociaux. Selon donc les psychologues spécialisés dans l'adolescence qui l'ont étudié, il était parfaitement conscient de ses actes. Cependant, on parlera plus tard malgré tout de traits autistiques, ainsi que d'un trouble déficitaire de l'attention résultant d'une éducation, je cite, rigide et abusive. Personne ne semble donc comprendre, pas même les professionnels, pourquoi il a fait ça. Et AG ne dit rien. Il dit qu'il n'arrive pas forcément à se l'expliquer lui-même, au-delà bien évidemment d'une probable attirance pour les enfants. Mais la sauvagerie de son crime, elle, il est vrai, ne s'explique pas. AG n'avait l'air ni instable, ni dérangé, et pourtant... Et donc si dans un premier temps, à l'audience préliminaire qui aura lieu en septembre 2015, soit 2 mois après les faits, AG plaidera non coupable de tous les chefs d'accusation qui lui seront reprochés, c'est étonnant, mais c'est ce qu'il fait, il finira, comme vous le verrez plus tard, par plaider coupable. Mais un problème de taille se pose. Du fait de son jeune âge, faut-il le juger comme un adulte ou faut-il le juger comme un enfant ? Et ce problème se pose en réalité, à cette période-là, aux 4 coins du pays et dans plusieurs affaires. Comment faut-il juger les adolescents coupables de crimes en Amérique ? Certains États estiment que si le crime est particulièrement cruel, l'excuse de l'âge ne doit pas s'appliquer, quand d'autres sont plus conciliants et estiment qu'un adolescent doit être jugé comme un mineur, ni plus ni moins. Forcément, les peines encourues sont drastiquement opposées, mais pas que. Faut-il incarcérer ces adolescents dans des prisons pour adultes ou alors dans des centres pour mineurs ? On place dans un premier temps AG dans un centre de détention pour mineurs en attendant la décision du juge. Et le débat fait rage dans la communauté de Santa Cruz. Il y a les pour, il y a les contre. Et il faudra attendre l'année 2017, soit près de 2 ans après, pour qu'un juge ne se prononce enfin. Et pour ce faire, la personnalité d'AG est à nouveau étudiée par une nouvelle équipe de psychiatres. Et il apparaît qu'il a souffert de négligence dans son enfance et qu'il en a développé des troubles de l'apprentissage. Et fait étonnant, AG est cette fois présenté par cette nouvelle équipe de psychiatres comme ayant des tendances sociopathiques. Il manque donc cruellement d'empathie selon eux, ce qui a permis son passage à l'acte. Et on sait que la psychiatrie, ce n'est pas une science exacte et que finalement chaque professionnel peut interpréter les choses à sa façon, définir un patient finalement différemment. Et l'un d'eux a déclaré qu'AG avait peut-être tué Maddie pour se créer suffisamment de culpabilité dans le but de pouvoir passer à l'acte, à savoir se donner la mort. Et donc à la lumière de ces nouveaux éléments et après également une étude méticuleuse des circonstances du crime, à l'issue de l'audience, il sera décidé qu'AG sera jugé comme un adulte. Le juge a estimé qu'AG était un jeune homme intelligent, calculateur, observateur et qu'il n'aurait pas suffisamment de temps pour être réhabilité s'il était pris en charge par le système judiciaire pour mineurs. Au vu de la gravité de son crime, il ne doit pas bénéficier des peines moindres qui sont appliquées aux mineurs selon le juge. Et donc AG est transféré dans une prison de haute sécurité pour adultes en attendant son procès. Mais son avocat, Larry Bigham, fait appel dans la foulée. Il déclara par voie de presse, je cite, « Je suis déçu, mais pas surpris. C'est un crime grave, soyons clairs, mais je pense que ce gamin n'est pas si dépravé et incorrigible que nous le pensons. Il n'est pas nécessaire de le jeter dans un tribunal pour adultes. » Fin de citation. Quant à la famille de Maddie, forcément, elle exulte. Ses proches se disent satisfaits. Selon eux, les policiers ont arrêté une graine de tueur en série. Ils ne doutent pas qu'il aurait recommencé s'il ne s'était pas fait prendre. Selon la grand-mère de Maddie, Eddie est dangereux. Il n'a jamais manifesté aucun remords et n'a jamais réellement expliqué les raisons de son passage à l'acte. Et comment peut-il en être autrement, a-t-elle déclaré, si même les experts ont établi qu'il n'était pas garanti qu'il puisse un jour ne plus être une menace pour la société. C'est vrai ce qu'elle dit, ça a été soulevé par certains professionnels. Et effectivement, pour les spécialistes, si on veut réhabiliter un jour AG, il faudrait plus de temps que les peines infligées aux mineurs. Donc je parle des spécialistes qui ont étudié son cas. Mais voilà,
Encore une fois, précisément à cette période, c'est toute la nation, et plus que jamais, qui se pose la question des peines que l'on doit ou non infliger aux adolescents. On commence à montrer du doigt ça et là des exemples d'adolescents condamnés à mort, d'autres ayant pris perpétuité, et des associations défendent, notamment des droits de l'homme, le fait qu'à cet âge, le cerveau n'est pas encore tout à fait structuré, et qu'à ce titre, on doit appliquer des peines plus clémentes. Un enfant, même s'il s'agit d'un adolescent, doit, pour de plus en plus de gens, bénéficier d'une deuxième chance dans la vie. Et ce débat va profiter à A.J. car l'année suivant la décision du juge, la Californie va adopter un texte de loi qui interdit aux accusés de 15 ans et moins d'être jugés comme des adultes. Tollé général pour d'autres, après tout la cruauté n'a pas d'âge, et rien ne garantit qu'un bourreau, aussi jeune soit-il, ne recommence pas ses exactions plus tard à sa sortie. Et le débat est alors porté jusqu'aux plus hautes instances du pays. La Cour suprême va tout de même confirmer la loi sur les 15 ans et moins de 15 ans, et ce, à l'unanimité. Selon la Cour suprême, on ne peut juger un adolescent de 15 ans et moins comme un adulte, quelle que soit l'atrocité de son crime, justement, car à cet âge, le cerveau n'est pas arrivé à maturité. Une aubaine pour A.J. et son avocat, en toute logique, fait annuler la décision du juge. Pour montrer patte blanche, cette fois, A.J. décide de plaider coupable aux chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Et son avocat déclarera, je cite, « Il est statistiquement prouvé que les enfants jugés et punis par les tribunaux pour adultes récidivent plus tôt, plus souvent et pour des crimes plus graves que ceux pour lesquels ils ont été détenus initialement. Et aussi et surtout, ils récidivent beaucoup plus comparé à ceux qui ont bénéficié du système de justice pour mineurs. Selon lui, il faut un milieu correctionnel qui traite ces criminels et qui ne les traumatise pas davantage. Bien qu'aucun établissement correctionnel ne soit parfait, A.J., selon lui, aura de meilleures chances de croissance, de changement et de maturation au département de la justice juvénile. Et effectivement, en application de cette nouvelle loi, il est statué qu'A.J. doit être jugé comme un mineur. Il est alors transféré dans un établissement correctionnel pour mineurs et, vous l'aurez compris, sera jugé en tant que tel. Santa Cruz est alors à feu et à sang. C'est un combat idéologique qui déchire la population américaine, même s'il est vrai que personne ne souhaite le retour anticipé d'A.J. au sein de la communauté. Voilà, question de sécurité, on ne va pas se mentir. Et l'enjeu est de taille pour A.J. car quel que soit le crime, un adolescent meurtrier ne peut être détenu au-delà de ses 25 ans. Ce qui veut dire que, comme A.J. a 17 ans à ce moment-là, il sera libre, quelle que soit la décision du juge à ses 25 ans. Donc, à ce moment-là, dans 7 ans, A.J. est libre. Il sera relâché dans la nature. Et pour beaucoup, c'est trop risqué. A.J. pourrait tout à fait représenter un risque pour la société. Et le débat sur l'affaire de la petite Maddie fait alors régulièrement la une des journaux. Et forcément, Laura, la maman, mais aussi Michael Middleton, le père de Maddie, sont dans tous leurs états. Ils refusent de voir le bourreau de leur fille condamné à une peine aussi légère. Mais ils ne peuvent rien faire, après tout, la loi est la loi. Ils n'ont pu que, au moment du procès d'A.J., dont on va parler tout de suite, organiser une manifestation devant le tribunal, mais le papa exhortait les participants à ne surtout pas succomber à la haine et à la violence. Il rappelle qu'il s'agit aussi et surtout de commémorer la mémoire de Maddie. Selon lui, l'accusé et son âge ont littéralement éclipsé la victime. Le procès a lieu en 2021, soit tout de même 6 ans après les faits, donc vous l'aurez compris, ça a été énormément retardé à cause de la législation qui était en train de changer dans le pays. A.J. est désormais âgé de 21 ans, et on comprend donc que quelle que soit la décision, il sera libre dans 4 ans. La mère de Maddie est apparue en larmes à la barre. Elle a déclaré, je cite, « C'est comme si on avait tiré un boulet de canon sur mon cœur, qui l'a fait exploser en 1000 morceaux. Elle grandissait magnifiquement bien, elle était brillante, joyeuse, amusante, généreuse. C'était une joie de vivre avec elle, elle était à nous, elle est tout simplement irremplaçable. » Puis elle s'est adressée à A.J. et elle lui a rappelé qu'il a grandi
avec Maddy, qu'ils ont fréquenté les mêmes fêtes. Il l'a vu grandir et lui-même a grandi à ses côtés. Comment a-t-il pu? Elle a conclu en larmes, elle t'a fait confiance. Eiji restait silencieux, il a même détourné le regard quand a été diffusée une vidéo de 4 minutes de la petite Maddy, vidéo fournie par ses parents, où on voit l'enfant heureuse, elle jouait, s'amusait, alors qu'elle était filmée par ses proches. Et donc Eiji a refusé de regarder les images et n'a manifesté, vu de l'extérieur, aucune émotion. Et puis à l'issue d'un long procès où, précisons-le, les jurés ont été soumis à des photos d'une rare violence, ça a été au tour d'Eiji de s'exprimer. Trop honteux, il n'a pas osé regarder la famille de Maddy, osant occasionnellement jeter un coup d'œil dans leur direction, mais il regardait principalement le juge et il a déclaré, je cite, « Je n'ai pas l'intention d'aggraver les choses avec les mots que je choisis de partager. Je comprends qu'il y a très peu de choses que je puisse dire après toute la douleur et la souffrance que j'ai causées. Mon objectif est de travailler sur mes problèmes afin que personne d'autre n'ait à vivre ce que vous avez enduré. Je suis conscient que cela ne change pas le fait que je vous ai apporté une tragédie, une perte, une dévastation. J'espère que lorsque je prendrai le temps de m'excuser, vous accepterez mes excuses pour les actions que j'ai faites et ce qu'elles vous ont apporté. Et j'espère qu'un jour je pourrai mériter votre pardon. » C'est donc sans surprise qu'Eiji a été jugé coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. Il sera toute sa vie inscrit dans le fichier des délinquants sexuels et devra payer plus de 22 000 $ en frais de dédommagement à la famille de Maddy. Et comme vous le savez sans doute déjà, il sera donc libre à l'âge de 25 ans, soit 4 ans plus tard. Ce qui veut dire qu'Eiji sera libre en 2024. Mais il faut tout de même apporter une précision, sa peine pourrait en réalité être rallongée de 2 ans si et seulement si le département de la justice pour mineurs estime qu'il représente encore une menace pour la sécurité publique, mais pas plus de 2 ans. Et comme le système judiciaire est actuellement en pleine refonte, beaucoup doutent qu'il prendra 2 ans de plus. On estime que ce système sera pour un temps paralysé et que ce genre de dossier passera à la trappe. Voilà, 10 ans ou 12 ans pour avoir violé, égorgé et jeté une enfant à la poubelle. Il aurait, Eiji, été pour info éligible à la prison à vie s'il avait été jugé en adulte. Vous connaissez désormais la triste histoire de Maddy et n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions en commentaire. Est-ce que selon vous, cette loi est-elle ou non moralement acceptable? Si vous aviez été juge, auriez-vous jugé Eiji comme un adulte ou bien l'auriez-vous jugé comme un enfant? N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner pour soutenir la chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a malgré tout plu, de par bien évidemment notre travail. Et n'hésitez pas non plus à profiter de notre offre Surfshark avec le code YouCrim pour 1,79 € par mois. On remercie encore une fois tout particulièrement ce sponsor. On ne se répétera jamais assez. Si vous voyez peu de sujets qui parlent d'enfants, ce n'est pas un hasard. C'est compliqué pour les créateurs de contenu. Ce n'est pas un désintérêt. C'est simplement que ça échappe à toute monétisation. C'est beaucoup trop touchy. Voilà. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.